et doctorant à AgroParisTech. Il va présenter en fait le travail de recherche qui a été mené par un ensemble d'étudiants l'an passé qui viennent des formations dont a parlé Cécile ce matin, à la dominante de 3e année à AgroParisTech qui s'appelle SPES, Sciences politiques, écologie, stratégie, et du M2 EBE. Ce sera pas ça, ouais. Ce sera juste les SPES. C'était que SPES, d'accord. Ok, dans le cadre du CIR. Donc Pierre, c'est à toi. Merci pour cette invitation à venir parler des résultats d'une étude qu'on a menée l'année dernière avec la dominante d'approfondissement SPES, Sciences politiques, écologie et stratégie, et donc qui portait sur la perception du processus de l'évaluation environnementale par les maîtres d'ouvrage en traitant plus particulièrement le cas de la biodiversité. Donc moi je vais moins parler de culturodiversité que de biodiversité, mais je vais m'intéresser à la biodiversité qui est traitée dans une culture, celle de nos sociétés occidentales, et je vais m'intéresser donc principalement à répondre à une question, c'était la question, l'étude a porté sur une plus grande question qui était comment améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques d'aménagement du territoire. Donc pour prendre en compte la biodiversité dans les politiques publiques d'aménagement du territoire, il y a un processus qui a été créé qui s'appelle l'évaluation environnementale. Et donc pour reprendre ses origines, l'évaluation environnementale, elle a des origines assez anciennes puisqu'elle date de 1976 avec la création en 1976 dans la loi de protection de la nature de l'étude d'impact. Donc l'étude d'impact, qu'est-ce que c'est? L'étude d'impact, ça évalue les impacts d'un projet d'aménagement sur les milieux naturels et sur d'autres facteurs environnementaux tels que la santé humaine, par exemple, la santé environnement, etc. Et donc moi je vais me focaliser principalement dans cette restitution de résultats sur l'aspect biodiversité des études d'impact. L'évaluation environnementale a ensuite été affirmée et renforcée à l'international avec plusieurs rapports internationaux, notamment l'OCDE qui prônait la création dans les législations nationales d'une évaluation environnementale. Et ça a été confirmé dans le droit communautaire en 1985 avec une directive européenne qui s'appelle la Environmental Impact Assessment, donc pour les projets d'aménagement. Donc moi je vais principalement parler des projets d'aménagement, mais en 2001 il y a eu une autre directive sur l'évaluation environnementale qui était la Strategic Environmental Assessment pour les plans et les programmes, donc quelque chose de plus stratégique pour évaluer l'impact des plans et programmes sur la biodiversité et sur l'environnement en général. Ensuite, l'évaluation environnementale, c'est quelque chose qui est régulièrement réformé. On en a parlé ce matin, la biodiversité, c'est quelque chose de dynamique. De même que l'évaluation environnementale, qui doit suivre les évolutions du climat, de la biodiversité, etc. Donc elle est régulièrement réformée. Et elle est régulièrement réformée aussi pour une autre explication que celle de la dynamique de la biodiversité, mais elle est réformée aussi pour la simplification du droit de l'environnement, qui a instauré par exemple en 2010 le cas par cas dans l'évaluation environnementale, ou en 2016 une réforme de l'étude d'impact, mais que je ne vais pas aborder dans cet exposé. Donc qu'est-ce que c'est l'évaluation environnementale? L'évaluation environnementale, c'est un processus qui est constitué par l'élaboration d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour les projets, donc ce que j'ai appelé l'étude d'impact. Donc ce que va comporter l'étude d'impact, c'est d'abord de qualifier, pour la biodiversité, d'analyser l'état initial du site sur lequel le projet va être créé. Ensuite, elle va indiquer les effets du projet, les impacts sur l'environnement, sur la biodiversité du projet qui va se créer. Et elle indique aussi notamment d'autres scénarios potentiels qui auraient pu être envisagés et les choix qui ont conduit à envisager le scénario du projet. Et enfin, elle doit aussi notamment indiquer les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, ainsi que les mesures de suivi de compensation dont je vais un petit peu parler tout à l'heure. Cette étude d'impact ensuite, cette étude d'impact c'est le pilier central de l'évaluation environnementale, puisque c'est elle qui va déterminer les impacts du projet sur l'environnement, et c'est sur cette base que vont se déterminer l'autorisation ou non de la création du projet. Ensuite, cette étude d'impact va être consultée par l'autorité environnementale qui va donner un avis non contraignant sur la qualité de l'étude d'impact et donc sur si oui ou non le projet a bien le maître d'ouvrage a bien évalué les impacts du projet sur l'environnement. Et ensuite, il y a tout un dossier qui va être transmis au public et à l'autorité compétente pour autoriser le projet, qui ensuite donnera la décision d'autorisation du projet.
Nous, on a choisi donc, dans cette étude de se focaliser spécifiquement donc, sur les maîtres d'ouvrage. C'était important puisque les maîtres d'ouvrage, ce sont ceux qui sont en charge de la création de cette étude d'impact et donc ils sont au cœur de la réglementation et c'est eux qui sont en charge d'appliquer la réglementation de l'évaluation environnementale et ils jouent donc un rôle important sur la réussite des politiques publiques. Il y a d'importantes différences entre les effets souhaités lorsqu'on élabore une politique publique et les effets les véritables effets de cette politique publique. Et donc ce qui est intéressant à analyser, c'est la mise en œuvre d'une politique publique. Et donc pour analyser la mise en œuvre de l'évaluation environnementale, c'était intéressant de s'intéresser aux maîtres d'ouvrage, puisque encore une fois, ce sont eux qui sont à l'origine donc de la création de ces études d'impact. Et donc il était intéressant d'évaluer la perception des maîtres d'ouvrage vis-à-vis de l'évaluation environnementale, puisque suivant la perception des acteurs de terrain pour appliquer la politique publique, suivant s'ils considèrent par exemple que cette politique publique juste ou injuste, s'ils la comprennent ou s'ils ne la comprennent pas, eh bien ils peuvent la mobiliser de différentes manières. Et c'est d'autant plus vrai pour les politiques environnementales qu'elles laissent en général une certaine marge de manœuvre aux acteurs de terrain dans son application. Et donc c'était d'autant plus important d'essayer de voir un peu comment ils appréhendaient cette réglementation et comment ils appréhendaient la politique publique d'évaluation environnementale. Malgré cela, donc, il y avait très peu d'études qui avaient été faites, donc c'était encore plus intéressant, et malgré le fait que, par exemple, certains rapports pointaient le fait que les maîtres d'ouvrage ne prenaient pas forcément bien en compte, enfin de manière efficace en tout cas, en compte la biodiversité dans la création de leurs projets, avec par exemple cette citation de l'autorité environnementale en 2011 qui considérait que les maîtres d'ouvrage considéraient encore la biodiversité comme une procédure obligatoire dont le respect n'apporterait de plus que la levée du risque juridique qu'entraînerait leur omission. Et plus récemment, dans le rapport de synthèse des missions régionales d'autorité environnementale en 2016, avec la démarche d'évaluation environnementale reste un exercice encore mal pratiqué ou accepté par une majorité de porteurs de projets. Elle n'est pas systématiquement utilisée comme un outil d'aide à la décision. Donc on voit qu'entre l'effet souhaité de l'évaluation environnementale en tant qu'outil d'aide à la décision et l'effet réel de l'évaluation environnementale, il y a des différences et donc c'est ça qu'on a voulu étudier à travers donc les entretiens de différents maîtres d'ouvrage qui travaillaient donc sur des projets d'infrastructures linéaires de transport. Donc la promotion SPES 2016-2017 a sélectionné 10 projets d'infrastructures de transport allant de la ligne TGV au tramway, donc des projets nationaux et des projets locaux, des projets un peu plus locaux. Et ils ont réalisé des entretiens auprès de la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de ces projets. Donc c'était des maîtrises d'ouvrage principalement semi-publiques ou privées. Et ensuite, les entretiens ont été analysés et compilés donc pour donner les résultats que je vais vous présenter. Donc pour rentrer dans les résultats, d'une part, on voit que la biodiversité, lorsqu'on a discuté avec les maîtres d'ouvrage, lorsqu'on les a interviewés, c'est que la biodiversité c'était une préoccupation qui était partagée. Il y avait un relatif consensus sur le fait que la biodiversité était importante, mais dans l'exercice de leur métier, elle était plutôt vécue comme une contrainte. C'est bien illustré par cette citation de ce maître d'ouvrage qui indique que l'environnement c'est un cadre réglementaire, ce n'est pas une composante du projet, ça le devient par contrainte mais pas par nature, c'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage ne vont pas avoir une action proactive envers la biodiversité, ils vont l'aborder dans le contexte de leur métier uniquement puisqu'il y a une réglementation. Et c'est cette perception qui oblige nécessairement à créer des procédures de contrôle et comme l'a expliqué un autre maître d'ouvrage, les enjeux environnementaux sont beaucoup plus pris en compte du fait qu'il y a un gendarme qui va venir et donc qui va contrôler l'application de ces mesures et ça découle principalement du fait que la biodiversité est vécue donc plus comme une réglementation que comme quelque chose, un intérêt général à protéger. C'est aussi une contrainte pour les maîtres d'ouvrage pour une autre raison, c'est qu'il s'agit donc d'un objet complexe à traiter dans l'exercice de leur métier, notamment donc du fait des connaissances scientifiques qui ne sont pas véritablement stabilisées sur cet objet biodiversité, avec par exemple ce maître d'ouvrage qui se pose une question qui est encore une question valable dans le domaine de l'écologie scientifique, qui est celle du sloth debate, il se pose cette question à propos des mesures de compensation, est-ce qu'il faut créer un grand site de compensation ou alors est-ce qu'il faut créer de multiples petits sites de compensation qui seraient connectés entre eux? En termes de biodiversité, qu'est-ce qui est le plus efficace? Donc ça, c'est des interrogations que les maîtres d'ouvrage se posent pour véritablement prendre en compte la biodiversité et ce sont des questions où les scientifiques n'ont pas forcément les réponses.
Une autre, pourquoi c'est aussi une contrainte pour ces maîtres d'ouvrage, c'est qu'en général, il y a une temporalité différente par rapport à l'action publique. Comme on l'a vu donc ce matin, notamment avec l'intervention de Pierre-Henri Gouillon, on a vu que la biodiversité était quelque chose de dynamique, c'était quelque chose de changeant, et donc comme l'illustre ce maître d'ouvrage, on a le milieu, il change, il faut constamment qu'on mette à jour nos inventaires, et on ne peut pas proposer ça aujourd'hui. C'est-à-dire que sur des projets d'infrastructure linéaire de transport, par exemple, qui peuvent durer une dizaine d'années entre la création de l'étude d'impact et la réalisation du projet, eh bien, le milieu a pu changer, notamment les milieux changent de plus en plus rapidement avec le changement climatique, et donc il serait important d'actualiser ces études d'impact, d'actualiser régulièrement les impacts d'un projet sur l'environnement, mais c'est pas fait, notamment du fait du coût important que représente la biodiversité pour les maîtres d'ouvrage, et donc ça c'est une autre contrainte de la biodiversité, c'est que les contraintes économiques sont importantes en ce qui concerne la prise en compte de la biodiversité par les aménageurs. Donc tout ça fait en sorte que la biodiversité est donc une contrainte, est vécue comme une contrainte dans l'exercice du métier des aménageurs, même s'ils considèrent que la biodiversité c'est important lorsqu'on leur demande personnellement ce qu'ils pensent de la biodiversité. Ensuite, la biodiversité c'est une contrainte puisque parfois les intérêts sont perçus comme antagonistes. Comme je vous le disais précédemment, comme l'illustre ce maître d'ouvrage, ici la biodiversité ne doit pas être un obstacle à l'intérêt public, il faut un équilibre. Encore une fois, on voit que dans l'exercice de leur métier, les maîtres d'ouvrage ne considèrent pas la biodiversité comme un intérêt général, ils le considèrent comme plutôt quelque chose qu'ils doivent respecter du fait de la réglementation, et c'est ce qui freinerait du coup la mise en place efficace des mesures d'évaluation environnementale. Enfin, la biodiversité c'est une contrainte aussi pour un dernier point, et on l'a vu en fait au cours de cette interview, du fait de la défiance face à la sincérité du recours à l'argument de la biodiversité. Comme on a pu le voir au cours des interviews, en fait, il y a une certaine défiance de la maîtrise d'ouvrage, enfin des maîtres d'ouvrage, qui considèrent que lorsque la société civile s'empare du sujet biodiversité pour s'opposer à un projet, c'est toujours un prétexte, une querelle, plutôt quelque chose qui ne serait pas de l'ordre de l'intérêt général, mais plutôt un combat plutôt local, par exemple avec un public qui n'est pas à même de comprendre les enjeux et qui ferait du NIMBY, du Not in my backyard, c'est-à-dire qu'il n'accepterait pas un projet pour des raisons locales, mais pas pour un intérêt général supérieur, celui de la biodiversité. Et donc on voit avec ce maître d'ouvrage qui indique qu'un deuxième frein, c'est l'incompréhension du grand public sur ces thématiques qui sont pourtant vraiment importantes. On a un peu l'impression que ce seraient les maîtres d'ouvrage qui auraient le savoir pour bien protéger la biodiversité, et que finalement le public s'opposerait à ce genre de projet et utiliserait l'argument biodiversité plus comme un prétexte que comme un véritable argument pour défendre une cause supérieure. Je vais maintenant rentrer un peu plus en détail dans la réglementation et dans la perception des maîtres d'ouvrage de l'évaluation environnementale, avec donc un focus donc principalement sur l'étude d'impact. Donc l'étude d'impact dont je vous ai parlé en introduction. Donc l'étude d'impact, elle est vivement critiquée. Il y a un certain consensus sur le fait que cette étude d'impact serait trop lourde et il y aurait beaucoup trop de temps qui serait passé dessus et le coût serait trop important. Avec ce maître d'ouvrage qui la qualifie de gaspillage administratif par exemple, ou encore qui considère que cela coûte une fortune à faire sans véritablement que ça soit important. Et ce qu'ils ont relevé en général, c'était que ces études d'impact étaient beaucoup trop exhaustives et ils auraient aimé hiérarchiser les impacts pour les projets. Ce qui est intéressant en fait, c'est que il y a bien dans la réglementation quelque chose qui stipule qu'ils ont droit de hiérarchiser, mais ils n'osent pas le faire de peur de se faire notamment taper dessus un petit peu, ou en tout cas d'avoir un mauvais avis de la part de l'autorité environnementale par exemple, puisque donc comme je l'ai expliqué en introduction, l'étude d'impact est évaluée par l'autorité environnementale. On en a d'ailleurs profité pour leur demander un peu ce qu'ils pensaient de cette autorité environnementale qui a été créée en 2009, donc qui est relativement récente et qui n'a pas encore été l'objet d'une étude approfondie sur l'influence sur les pratiques des acteurs de l'aménagement du territoire. Et donc ce qu'on a pu voir, c'est que l'efficacité de l'autorité environnementale était relativement controversée de la part des maîtres d'ouvrage, avec, en fonction de l'identité de l'autorité environnementale, avec une autorité environnementale nationale, donc qui est une formation collégiale qui appartient donc au CGEDD, qui a été plutôt vue de manière positive, avec une certaine légitimité pour qualifier la qualité d'une étude d'impact, et une autorité environnementale locale, régionale, qui est relativement critiquée, notamment du fait de sa non-légitimité pour véritablement classer si une étude d'impact est de qualité ou non.
Malgré cela, les maîtres d'ouvrage ont quand même considéré que l'autorité environnementale a une certaine influence sur leur travail et sur leurs pratiques. Et cela, ça vient principalement du fait que les avis simples de l'autorité environnementale peuvent être utilisés en contentieux, donc devant la justice. Et donc c'est ce qui fait que les maîtres d'ouvrage sont quand même à l'écoute de l'autorité environnementale et vont en général, selon eux, en tout cas écouter et appliquer les recommandations formulées par l'autorité environnementale. Maintenant, pour finir, je vais faire un focus donc, sur la séquence ERC, la séquence éviter, réduire, compenser. Donc c'est une séquence qui a été introduite dans la loi de 1976, donc dans la même loi que les études d'impact, et donc qui stipulait que pour tout impact sur l'environnement d'un projet, il fallait éviter les impacts, les réduire au maximum et si possible les compenser. Jusque dans les années, disons 2010, cette séquence n'a pas véritablement été appliquée ou très peu appliquée, mais elle a été affirmée depuis la transposition de la directive Habitat. Cette transposition a créé une dérogation d'impact envers les espèces protégées, mais a aussi créé une obligation de compensation lorsqu'il y avait des impacts sur ces espèces. Et donc ça a débouché sur la création d'une doctrine nationale en 2012 et sur des lignes directrices en 2013 pour appliquer cette séquence, pour créer une méthodologie pour appliquer la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Ensuite, elle a été donc précisée dans la loi de 2016, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, avec notamment un ordre de la séquence qui a été renforcé. Il faut d'abord éviter, ensuite réduire, et si jamais il reste des impacts sur l'environnement, les compenser. Et avec des modalités de compensation qui ont été précisées, notamment le développement de banques de compensation. Donc ce que les aménageurs nous ont dit sur cette séquence ERC, qui est quand même un pilier de la protection de la biodiversité en France et en Europe en général, c'est que les deux premières phases de la séquence sont toujours peu appliquées. Donc ça confirme les résultats d'un rapport, d'un colloque qui a eu lieu récemment, sur le fait que la phase d'évitement et la phase de réduction étaient beaucoup moins appliquées que la phase de compensation. Ça s'est vu dans les interviews, puisqu'il n'abordait quasiment pas la compensation lorsqu'il parlait de la séquence ERC. Et lorsqu'il l'abordait, c'était pour l'aborder en termes de surcoût important de projet, puisque quand il s'agit d'infrastructures linéaires de transport, l'évitement par exemple augmente de beaucoup le coût de l'infrastructure. Et elles ne sont pas appliquées aussi pour des questions de coût par rapport à la compensation, avec des maîtres d'ouvrage qui indiquent que les mesures compensatoires par rapport aux mesures d'évitement ou de réduction sont beaucoup moins coûteuses. Les maîtres d'ouvrage ont aussi dénoté sur cette séquence ERC une absence de cadre réglementaire strict qui les empêcherait finalement de véritablement pratiquer la compensation notamment, avec ce maître d'ouvrage qui indique que en fait la compensation c'est un peu le fait du prince, que chacun négocie un peu comme il le sent et on peut se demander si cette compensation peut évoluer vers un mieux-disant environnemental. Et donc un autre problème soulevé, c'est que la compensation reste une procédure qui ne fait pas véritablement sens pour les maîtres d'ouvrage. Avec ce maître d'ouvrage par exemple qui indique que même avec des mesures de compensation, ça ne compensera jamais ce qu'on a détruit, c'est-à-dire qu'il y a une certaine défiance vis-à-vis de la séquence, vis-à-vis de la compensation plutôt principalement, avec le fait que finalement ça ne servirait pas à grand chose et donc une réticence à l'appliquer. Et pour finir quand même sur une note positive sur la séquence ERC, il y a certains maîtres d'ouvrage qui ont dénoté donc une amélioration dans la mise en place de cette séquence avec des programmes de mesures compensatoires beaucoup plus importants. Donc finalement, ce qu'on peut conclure de cette étude, c'est qu'il y a un certain consensus sur la nécessité de protéger la biodiversité par les maîtres d'ouvrage, mais c'est pas parce qu'il y a ce consensus qu'à travers l'exercice de leur métier, ils vont véritablement œuvrer pour protéger efficacement la biodiversité. Il y a encore un certain nombre de freins et d'obstacles pour une mise en œuvre proactive et pour véritablement une protection de la biodiversité efficace dans l'aménagement du territoire. Et la biodiversité, ils n'ont pas saisi l'opportunité du fait que la biodiversité aurait pu être une opportunité pour requalifier l'aménagement du territoire plutôt que de la considérer comme une nouvelle contrainte qui s'ajoute à des contraintes qui existaient déjà dans le cadre de leur travail. Ce travail va se poursuivre au cours de ma thèse que je réalise actuellement, avec une thèse qui aura donc deux axes. Un axe donc sur l'évaluation environnementale où on va s'intéresser plus particulièrement à l'autorité environnementale et voir son influence sur la modification des pratiques des acteurs de l'aménagement du territoire. Et un autre axe sur la gouvernance de la biodiversité, avec notamment une étude de l'Agence française pour la biodiversité, une étude de son organisation pour répondre aux enjeux contemporains de l'érosion de la biodiversité. Je vous remercie pour votre attention.